Et en effet, on ne peut pas minimiser le fait qu'elle ait choisi ce moment-là pour réactiver son histoire d'âge mûr, avec cette conséquence qu'en effet, elle a une œuvre intéressante dans son atelier qu'on n'a pas voulu lui acheter. Et c'est précisément à cette date, le 18 avril, qu'on lui rappelle qu'elle doit livrer le plâtre au dépôt des marbres, alors qu'elle avait une autorisation de le conserver. Et en même temps qu'elle soulève toutes ces difficultés, voilà un nouveau motif qui apparaît dans les lettres et qui est comme un espoir. Elle attend l'arrivée de son frère qui revient de Chine. Il ira avec elle au vernissage, il ira au salon. Quand son frère arrivera, elle ira avec elle voir Geffroy, il lui apportera son dernier livre. Le jour même où le paquebot qui s'appelle le Calédonien est censé arriver, le 4 avril, elle rapporte à Geffroy le résultat de ses derniers échanges avec les interlocuteurs de Puget-Théniers. Et cette fois, le projet du monument s'est réduit à des proportions plus modestes et partant raisonnables, réalisables. Elle ferait cette fois un beau buste de Blanqui en pierre avec le torse et les bras, une stèle, et elle se contenterait de 7 500 francs. Ça fluctue. Mais les choses ne vont pas aller comme prévu. Le bateau qui est arrivé n'a pas ramené son frère. Et l'angoisse lui inspire de mauvais pressentiments. Et là, elle le lâche à Geffroy. Cela ne m'étonnerait pas qu'une mauvaise bête le fasse assassiner. Et dans l'attente de nouvelles, elle suspend tout à cette attente et elle écrit à Blot, quant à accepter ou non la statue de Blanqui, nous verrons cela à l'arrivée de mon frère. Puis le vernissage a lieu, du moins le vernissage de la Société nationale des beaux-arts, parce que cette année-là, les deux salons sont décalés, le salon de la Société nationale des beaux-arts, donc celle avec laquelle elle s'est fâchée, et où elle avait participé pendant de nombreuses années avec Rodin. Mais elle va exposer à la Société des artistes français. Et le vernissage est 15 jours plus tard. Donc au moins le vernissage de la Société nationale des beaux-arts a eu lieu. Et cette année-là, on peut noter que Rodin expose un buste de Geffroy, précisément. De son côté, Camille Claudel attend encore que le livreur vienne chercher son groupe en marbre, donc son Vertum Nepomone, et la sirène que Blot a fait fondre. Tout ça doit être transporté au salon entre le 13 et le 17 avril. Tout se joue en l'espace d'une semaine. Et là, elle écrit que tout cela est long et que c'est long d'attendre. Elle vient d'apprendre, on ne sait comment, on ne sait par quelle source, que son frère est parti à Bruxelles le jour du vernissage, cédant à de mauvaises influences. Et elle écrit à Blot, on a affligé mon frère d'une famille de Rasta, dénommés Welsh, qui le tiennent dans leurs griffes et ne le lâcheront pas de sitôt. Donc, je n'irai pas voir Geffroy avec lui, vous pouvez le lui dire. De plus, très mécontente de la façon dont on agit avec moi de tous côtés sans que je le mérite, je refuse la statue de Blanqui et n'irai pas à Puget-Théniers. Vous pouvez dire cela à Geffroy et à celui qui le commande. Nous verrons bien s'il me fera partir comme cela. Si vous connaissiez par hasard ces fripouilles de Welsh qui vivent au crochet de mon frère et l'empêchent de me donner de l'argent, vous me le direz. Ce sont des Écossais qu'il a dénichés à Futcheou, ou plutôt que quelqu'un lui a dépêché pour l'empêcher de penser à ceux qui ont peur de lui. Et à partir de ce moment, sa décision est irrévocablement prise. Après l'avoir annoncé dans cette contrariété de ne pas avoir vu son frère, elle va maintenir son refus et elle l'argumente. 1, elle est trop fatiguée. 2, la statue n'est pas assez payée. Et 3, ça la forcerait à s'absenter, ce qui n'est pas bien pour elle. Et Eugène Blot insiste beaucoup. Il sait l'importance d'une telle réalisation pour l'artiste, à la fois financièrement pour se maintenir, pour rester à l'œuvre. Elle ne décolère pas et il n'arrive pas à la convaincre. Quant à Geffroy, qui était en train de négocier pour elle, il est probablement mis dans l'embarras par ce refus. Et quand l'abandon va être exposé au salon d'automne, il n'écrit pas d'article dessus. Alors elle lui envoie un petit mot, qui est un mot de dépit, sarcastique, disant « Merci,
de l'attention que vous accordez à Vertumne et Pomone, les pauvres amoureux qui, dans leur coin, continuent à s'embrasser, ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les oublie. Si on ne les admire pas, ils ne le demandent pas non plus. Voilà. Alors Eugène Blot lui fait remarquer que Geffroy n'est pas si rancunier et qu'il aurait écrit si elle avait accepté de faire la statue de Blanqui. Alors elle va revendiquer autrement son refus. Et puis d'abord, je n'étais pas obligée de faire une statue pour 7 500 francs qui, avec ma manière de faire, et Silke a dit, voilà, elle a une manière de faire bien à elle, m'en aurait coûté 15 000. Je n'ai fait que 2 statues grandeur nature dans ma vie, elles ont fait ma ruine. Et puis, la tête de Blanqui ne me sourit pas. Je n'aime pas les gens qui ont la tête en forme de concombre. Cela ne se discute pas. Sa manière de faire n'était pas adaptable. Alors, pour la petite histoire, c'est Aristide Maillol qui a hérité de la commande. Et le résultat n'est pas un buste de Blanqui. Le monument d'hommage a été inauguré en 1908. Bon, il ne pouvait pas être prêt en 1905, bien sûr. Il fait encore aujourd'hui la fierté de cette ville de Puget-Théniers. Et s'il vous plaît, c'est sur la place Aristide Maillol et pas sur la place Auguste Blanqui. Et ça s'appelle l'Action enchaînée. Ça représente cette sculpture d'Aristide Maillol. On la voit aussi aux Tuileries. C'est une femme qui a les mains liées dans le dos. Et c'est assez saisissant quand on pense à Camille Claudel au moment de voir cette action enchaînée. Voilà. Alors voilà, je vais dire quelques mots de ce qui se passait pendant ce temps pour Paul Claudel. Qu'est-ce qu'il faisait, hein? Alors, je vais brosser à grands traits un tableau un peu caricatural, hein, avec assez peu de nuances, et j'en demande pardon à l'avance à Paul Claudel et à François Claudel. Pour avoir quelque chose de plus fin que ce que je vais vous dire là, il faut lire le livre de Thérèse Morleva, qui s'appelle La Passion de Claudel, la vie de Rosalie Cyborylska. Donc Paul Claudel, qui est parti en Chine en 1900, a rencontré sur le bateau une femme dont il est tombé éperdument amoureux, Rosalie Cyborylska. C'est une femme impossible, elle est mariée, elle a 4 enfants, et cependant le consul est devenu son amant. Il favorise les affaires un peu douteuses de son mari, Francis, un créole de la Réunion. Rosie règne sur le consulat de façon tellement visible que des rumeurs arrivent jusqu'au Quai d'Orsay. Et en août 1904, Rosie, enceinte, quitte la Chine avec les 2 aînés de ses enfants pour venir accoucher en Europe. Et puis, c'est le silence. Les lettres retournées non décachetées laissent pressentir le pire à Paul, le petit consul. Et en effet, Rosie a rencontré, lors de son voyage, Lindner, l'homme qui va devenir son second mari. Et elle met au monde la première fille de Paul Claudel, Louise Vetch, le 22 janvier 1905, à Bruxelles. Et voilà ce qui anime le voyage retour de Fuchéou de Paul. Il a appris la trahison, son journal le note, horrible trahison. Il est fou de douleur, il a envie de mourir. Et il n'a qu'une idée en tête, revenir en France à la poursuite de la femme aimée. Et il se lance à cette poursuite en compagnie du mari Francis Vetch. Et sitôt débarqué du Calédonien, les 2 hommes filent à Bruxelles et il n'est même pas sûr qu'ils soient passés par Paris. D'autant que Francis ne peut y séjourner pour cause d'un mandat d'amener. Rosie avait prévu de divorcer depuis longtemps. Enfin bref, ils sont à Bruxelles certainement avant le 8 avril et ils engagent une traque folle de ce couple et des enfants. C'est une semaine furieuse où Paul Claudel est hors de lui. Et il y a une séquence absolument rocambolesque dans un taxi à travers la Belgique et la Hollande. Bon, tout ça est raconté très bien. Ça ne dure pas longtemps, hein. Voilà, ça se passe dans les dates où elle attend le transporteur et où a lieu le vernissage. Le 16 avril, c'est la fête des rameaux, et le 17, Paul est effondré et reprend ses esprits. Il va à Ligugé consulter les pères qui savent le conseiller.
Enfin, ils ne sont plus installés à Ligugé, ils sont à Chevretonne, peu importe. Et Francis, lui, tente de reprendre ses enfants. Il va réussir à récupérer son fils aîné et même, au passage, l'enfant va être hébergé, je ne sais pas si c'est quelques heures ou un jour ou 2 jours, mais il va être hébergé par la famille Claudel à Villeneuve. Qu'est-ce que Paul a dit à ses parents en demandant ce service? On ne sait pas. Quels ragots atteignent Camille à ce moment-là? Et tout ça se passe donc dans cette semaine entre le 13 et le 17. Paul n'est pas en état de protéger sa sœur à cet instant décisif pour elle de décider si oui ou non elle entreprendra un monument à Blanqui. Et elle dit non. La persécution prend le pas. Si Paul n'est pas là, c'est qu'il y a une volonté orchestrée de lui nuire à elle. On a dépêché ces fripouilles de Welch. Et le délire va crescendo d'un coup. C'est manifeste. À la fin même du salon, Camille Claudel envoie une lettre injurieuse à Rodin en l'accusant d'avoir volé Cloto. Et là, cette accusation de vol à Rodin rend public le délire. Paul Claudel, lui, de son côté, a déjà commencé à écrire Partage de midi. Revenu à Paris dès le 23 avril, à Pâques, il est à Notre-Dame, de l'autre côté de l'île. Il va et vient, il va visiter les amis, les parents, les cousins, il est très agité. Mais l'été, il va le passer à Villeneuve avec sa sœur. Et Villeneuve et Eau-Chaude, ils passent l'été ensemble. Lui, en pleine tragédie, écrit passionnément cette pièce magnifique, qui est une sorte de cri libérateur, où il transpose son histoire. Elle, pendant le même temps, elle entreprend un buste de lui, qui sera le dernier, Paul Claudel, à 37 ans, qui sera, dit Paul Claudel, une œuvre superbe. Ce n'est pas sa meilleure œuvre. Cette œuvre ne la sauvera pas. Il se rend compte que sa sœur va mal. Il voit tous les handicaps qu'elle a, qu'elle est une femme, gros handicap, abandonnée, gravement malade, complètement ruinée, endettée, qu'elle s'isole et qu'elle accuse Rodin de tous ses maux. Et le frère lui-même, meurtri par l'amour et la rupture, est tout prêt à abonder dans son sens. Pour la secourir, il arme sa plume, qui est son arme bien sûr, et il écrit un article qui est à la fois un magnifique hommage, Camille Claudel, statuaire, magnifique, et en même temps il égratigne Rodin au passage. Et ce texte, dit-il, est applaudi surtout pour les lignes sur Rodin. Et il écrit aussi un pamphlet, Rodin ou l'homme de génie, qu'il aura tout de même la sagesse de ne pas publier. Mais il se vante auprès de son ami Francis Jammes que grâce à lui, et à cet article, son éditeur, que sa sœur n'avait pas vu depuis plusieurs mois, lui a fait aussitôt 2 commandes. Donc, nous pouvons conclure que sa sœur ne lui a pas donné toutes les bonnes informations, car on voit bien que Eugène Blot n'avait pas du tout attendu l'article fraternel pour promouvoir l'œuvre de Camille Claudel. Il édite l'Abandon pour le Salon d'automne, il prépare sa grande exposition pour décembre, il vient de réaliser La Sirène, et bientôt il va faire une fonte de l'âge mûr et il va lui aussi tenter de convaincre l'État d'acheter cette œuvre, une fois que lui l'aura fondue. En décembre, quand va s'inaugurer l'exposition chez Eugène Blot, Paul a pris depuis peu la résolution de se fiancer. Son mariage avec Reine Sainte-Marie-Perrin va être célébré dans l'intimité le 15 mars suivant et il repart en Chine en mars 1906 avec son épouse. Et donc, au cours de ce mois de décembre et au moment de cette expo, que fait Camille Claudel? Aucun document ne permet de le savoir. Nous ne savons rien. Voilà. On peut poser des questions qui probablement resteront sans réponse, du style: est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Est-ce que ce qui est arrivé était absolument inéluctable? Est-ce qu'elle était vraiment trop malade? Est-ce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas accepter cette commande, mais elle ne pouvait pas le dire tout de suite? Ou bien est-ce qu'elle aurait changé d'avis si Paul était venu à temps qu'il soit allé avec elle au vernissage?
qu'il la soutienne auprès de Geffroy ou qu'il dise que non, Rodin ne lui était pas hostile. Est-ce qu'à ce moment-là, le relais de Blot aurait fonctionné? Est-ce que des acheteurs seraient venus? Avec Paul Claudel, on pourrait dire le pire n'est pas toujours sûr. Mais c'est un peu des questions stupides puisque les choses se sont passées d'une certaine façon et que nous ne pouvons pas anticiper, nous ne pouvons que déduire d'après ce qui s'est passé. Et là, l'aphorisme serait plutôt celui de Beckett, elle est allée cap au pire. Merci Daniel d'avoir éclairé ce moment si important de l'histoire de Camille Claudel. Et peut-être que pour le public, il y a plusieurs éléments qu'il ne connaissait pas quant à la relation de Paul Claudel avec Rosalie Vetch, mais peut-être que vous lirez d'autres livres que ceux les plus connus pour élargir votre connaissance sur cette triade familiale. Je pense en fait qu'il était important que Daniel Arnould nous éclaire sur la complexité d'une décision lorsque Camille Claudel doit prendre une décision aussi importante et comment en fait Daniel nous a fait revivre cet artiste comme si c'était un conflit d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Camille Claudel est confrontée à toutes ces difficultés financières et psychologiques et celles de la maladie qui commence à poindre et que personne ne repère déjà, il est très important pour nous, avec le recul de 100 ans, effectivement de faire, comme dit Daniel, des hypothèses. Mais l'époque est différente, c'était effectivement il y a un peu plus de 100 ans. Voilà. Merci Daniel. J'ajouterais juste, Jeanne, que cette année 1905 est une année charnière à la fois pour Camille et pour Paul. Tous les deux sont à un tournant de leur destinée, à la fois de personnes et de sans le savoir. Sans le savoir. Ils sont tous les deux en train de vivre une passion qui les dépasse, à laquelle il y a une fuite en avant pour l'un comme pour l'autre. Et donc, tous, en plus de ça, ils sont complices, ils sont complémentaires, et ils se bloquent l'un l'autre, et vraiment, tout s'acharne contre eux, l'un et l'autre. Et heureusement, il sortira quand même de tout cela, Partage le midi, dont je vous dirai tout à l'heure un mot, si vous le voulez bien, et que je vous engage à venir voir au théâtre à Paris à partir de ce soir. Merci. Bon, maintenant, je vais donner la parole à... Oui, ça marche. Je vais donner la parole à Gérard Boutet, parce que le temps avance et que nous tenons à ce que vous restiez à l'écoute, parce que vous écoutez avec tellement d'attention qu'on a envie que vous restiez jusqu'au bout, même si nous sommes un peu longs pour les interventions. Au-dessus ? Et moi qui ne vais pas utiliser de micro, j'utilisais pas de micro. Ah bon? Je ne vois pas. Parce qu'il y a des gens qui... Ça, c'est une clé USB. C'est un miracle. Comment ça marche? Hein? Ah, pardon. Je prends mes petites affaires. Et la clé fut. Ah, non.
Là. Oui, oui, je vois. Vous voyez? Bon. Non, non. Moi, la prochaine fois, je viens avec nous, Nancy. C'est la première fois que je voyage sans, parce que comme vous êtes venu directement de la fac. D'accord. On va faire un trip. À l'ancienne. On va imaginer les œuvres. Écoutez, je crois que... Bon, Je vais montrer. non, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Bon, est-ce que tout le monde entend bien? Bon, alors... c'est une performance, puisque je vais devoir, je pense, vous parler d'images et d'œuvres que je vais donc soupeser connues, sans que vous puissiez les voir. Ah, peut-être... Non, j'essaie. Continuez. Et puis moi, je vais voir si j'arrive à me débrouiller. Bon, alors, c'est tout un programme, puisque le thème de l'exposition que vous avez tous vu, je crois, le thème c'est du féminin dans l'art. Alors c'est un thème qui dépasse de très 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 largement le cadre de la sculpture, puisque le problème de l'identité féminine et l'identité masculine est, je crois, au cœur de préoccupations qui sont très actuelles. Alors, je voudrais faire une parenthèse, là, tout de suite, pour remercier très chaleureusement Marie-Jo Bonnet de m'avoir prêté sa montre. Vous allez donc échapper à un propos qui risquerait de durer beaucoup plus et de vous lasser. Donc, je regarde ma montre et suis très attentif. Alors, je ne vous cache pas que je suis tout de même quand même un peu perplexe. Parce que vous avez écouté avec une attention remarquable tous les intervenants, et pendant ce temps-là, je regardais la salle et je me suis aperçu que je me suis dit, mais combien il y a d'hommes ici, alors que je vais traiter du problème de l'identité féminine et masculine, premier rang, pas d'hommes, second rang, j'en ai vu un, etc. Je passe jusqu'au fond et je m'aperçois, ce que je constate très souvent, qu'en matière d'art, est-ce vrai en matière de création, il y a toujours une majorité le public est majoritairement féminin, ce qui quand même pose un certain nombre de questions. Alors je vais essayer de les détourner de manière à ne pas me trouver en difficulté. Je regarde, il n'y a rien. Et puis, vous savez, bon, on parle de maintenant une femme, elle est sculptrice. Alors j'ai évité tout de suite ce terme en revenant au terme bien ancien employé par Camille Claudel de statuaire. Rodin et Camille Claudel étaient statuaires et je vous parlerai donc d'œuvres que je vais essayer de faire circuler des photocopies ou qui vous permettront de vous repérer si vous ne connaissez pas ces œuvres. Alors vous avez vu évidemment toutes les œuvres de Camille Claudel qui sont exposées ici, mais moi, justement, j'avais prévu de vous parler d'œuvres qui n'y sont pas. Alors, première question, que serait donc l'identité féminine? On voit bien que si nous posons cette question, le poids de l'histoire, le poids des a priori, le poids aussi dans cette opposition féminin-masculin, à quel point les concepts de nature et de culture sont opposés, parce que finalement, que serait l'identité féminine? Et je la poserai après. Est-ce qu'on peut trouver, déceler, remarquer quelque chose d'une identité féminine ou masculine dans une œuvre d'art? Dans l'exposition que vous avez vue, tous et toutes vues, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait remarquer comme typiquement féminin ou masculin? Alors qu'au cours de l'histoire, l'identité, enfin l'image, très souvent la femme a été ramenée à son statut d'image.
il y a une image féminine qui a été véhiculée par l'histoire, bon, qui est due à l'histoire elle-même. Bon, on a pensé que l'image de la femme était associée à l'image d'une maternité heureuse, à la stature du corset, aux rondeurs accueillantes, à la délicatesse, à l'intuition, toute qualité qui serait essentiellement féminine. Au siècle dernier, et encore il n'y a pas très longtemps, moi j'ai de vieilles cousines dans le Loiret, ils font encore de l'aquarelle, et je peux vous dire que pendant un temps, on a dit les jeunes filles, on leur apprenait l'aquarelle. Est-ce que vous saisissez bien que cette aquarelle en question, elle était connotée typiquement comme une activité féminine? Bien évidemment, ça semble, quand on voit les aquarelles de Rodin, qu'est-ce qu'il y aurait de féminin dans la technique de l'aquarelle? Je pense personnellement pas grand-chose et rien du tout. Alors, excusez-moi, mais je vais être très... en quelques minutes, je ne peux pas... C'est un problème très complexe que celui-là. Il sera forcément... mon propos va être un peu abrupt. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, et je ne vais pas me confronter non plus à une salle désormais qui va mettre, de par le nom, complètement hostile. Bon, hein, on ne va pas mettre le feu. Bon, alors, l'anatomie, c'est le destin, disait Freud. Et voilà, il y en a une qui revendique, qui dit non, c'est ce qu'on souhaitait. Le débat est parti avant même que l'exposé soit terminé. Alors, j'ai pris, malheureusement, vous voyez, elles sont là, elles devraient être là, mais ce sont des images virtuelles, là, virtuelles. Alors, j'ai pris 2 œuvres de Rodin que vous connaissez, je pense. Ce serait très intéressant que vous puissiez les voir. Et 2 œuvres de Camille Claudel pour essayer de montrer que finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de féminin et de masculin dans l'œuvre d'art. À la fois, on retrouve chez le sculpteur, chez Rodin, des qualités essentiellement masculines, qu'on pourrait qualifier de masculines, et puis en même temps des qualités féminines, et de même chez Camille Claudel. Donc c'est un débat, parce qu'actuellement, on parle beaucoup de ces choses, et bon, alors il y a des artistes femmes, hein. Là, notre exposition, votre exposition, celle que vous avez vue, c'est finalement les sculptures au féminin. Ça veut dire déjà quelque chose. Alors c'est cette idée que je vais essayer d'interroger à travers des exemples très simples et d'une manière évidemment qui va paraître un peu sèche. Alors, moi je les connais, je vais tout de même faire passer ces images, vous les défilerez, ça vous donnera une idée quand même. Je vais commencer par vous parler du Balzac de Rodin et surtout pour m'intéresser à la question suivante. Est-ce qu'il y a... ça ne m'intéresse pas de vous parler du sujet représenté. Moi, mon hypothèse, c'est d'interroger la sculpture pour une femme ou un homme dans sa matière même, dans son rapport à l'espace. Est-ce qu'une femme, sculpteur, statuaire, je me reprends, et est-ce qu'elle a un rapport à l'espace différent de celui d'un homme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'écrit là, dans le modelage, par exemple? On sait que Rodin et Camille Claudel étaient tous les 2 modeleurs, que la terre, c'est un réceptacle très sensible de la moindre impulsion de la main, du moindre geste. Il suffit d'un geste un peu brusque pour que... Et on voit ça dans plusieurs esquisses de Rodin, notamment, et de Camille Claudel aussi, à quel point cette terre agit comme une terre d'empreinte, très fidèle au moindre mouvement. Donc, on pourrait penser que là, dans les œuvres, et j'ai pris ici des bronzes, c'est-à-dire qui sont des œuvres réalisées d'après les terres, on trouverait quelque chose. On pourrait trouver quelque chose de ce qui s'apparenterait à l'ordre du masculin. Alors le Balzac, grande sculpture de Balzac qui date de 1897, a provoqué un scandale à son époque. Enfin, la statue a été refusée par la Société des gens de lettres, hein, vous le savez. Il y a même une anecdote, le public, ceux qui étaient contre le Balzac portaient autour du cou une petite ficelle avec un petit sac de farine pour dire voilà, c'est ça le Balzac. Alors il est évident que c'est une œuvre extraordinaire et peut-être le chef-d'œuvre de Rodin, à mon sens.
hein, et c'est vrai que si vous le regardez, tout contribue par sa puissance à évoquer, je dirais comme ça, une malautorité, quelque chose qui traduirait le masculin, parce que il y a d'abord un corps monolithique, hein, et puis à travers ce corps, on trouve des dépressions extrêmement profondes, des contrastes très puissants entre les cavités et les reliefs, où s'introduit l'ombre, qui va, à certains endroits, fracturer la forme. Enfin, non pas la fracturer, mais la dissocier d'une manière extrêmement puissante. On croirait qu'elle est taillée à coups de serpe, si vous voulez. Dans le visage, par exemple, on distingue vous regardez là, vous verrez que le visage de Balzac est absolument extraordinaire. Il y a des oppositions entre les creux et les bosses qui sont tout à fait révélatrices de quelque chose qui est extrêmement puissant. Là, le terme qui vient à l'esprit quand on regarde cette œuvre, c'est qu'elle est d'une puissance extraordinaire dans ces masses qui sont opposées d'une manière très assise. Et parallèlement, alors on se dirait, voilà, Rodin, le masculin dans l'art. Et parallèlement, on regarde l'Ève de Rodin. Et là, essayez de la voir, on constate que dans cette figure féminine, tout est à l'opposé de ce qui se situe dans le Balzac. Ici, tout n'est que douceur. Enfin, on a l'impression que la lumière coule devant cette forme et qu'elle essaye de s'identifier à l'étendue, à peine quelques vibrations dans la forme qui viennent l'animer, mais sans jamais rompre sa plénitude. Alors, c'est un volume qui renonce à la force. C'est un volume dans les mains de Rodin qui exprime la quintessence de son sujet, c'est-à-dire le corps d'une femme avec une relation à la lumière. Quand on voit cette pièce et quand elle est bien éclairée, tout à fait douce, tout à fait extraordinaire. Et on pourrait, ne connaissant pas l'auteur, attribuer cette sculpture à une femme, si on s'en tient à la manière dont elle est écrite. Or là, on voit déjà qu'il y a du masculin chez Rodin et qu'il y a du féminin chez Rodin. Si je regarde Camille Claudel, j'avais choisi 2 œuvres. Elles sont là, imaginez-les. Il s'agit, elle n'est pas là, de la joueuse de flûte, qui date de 1909, qui est un bronze Eugène Blot, mais je me remémore les figures que nous avons vues cet après-midi. Il y a des figures qui sont comparables. Si vous regardez la petite châtelaine, par exemple, ou même la femme accroupie, j'essaye de me souvenir un peu de l'ordre, vous constaterez qu'il y a là toujours des totalités assez généreuses, souples, rondes. On remarque souvent dans ce type de sculpture, et dans notamment la joueuse de flûte et par exemple dans la petite châtelaine, ce que les sculpteurs appellent des passages, c'est-à-dire quelque chose qui s'exprime dans la rondeur. Au lieu que les plans soient très découpés, très affirmés, au contraire, il semblerait que le volume surgisse vers nous et qu'on l'ait arrondi pour le faire communiquer avec l'espace, voire avec l'ombre environnante autour. Il y a là quelque chose d'ample, de rond, et qui n'est jamais fracturé, qui est un volume qui est frôlé par la lumière, plus que pénétré par la lumière. Alors, l'antithèse parfaite de cette joueur de flûte, je prends comme exemple la petite châtelaine, par exemple ce visage que vous avez vu à l'exposition, eh bien, c'est le magnifique buste de Rodin, malheureusement qui n'est pas ici, mais que tout le monde connaît, qui a été réalisé entre 1888 et 89, où Camille Claudel a sculpté Rodin. Et là, tout à fait à l'inverse de ce qui se passe dans la joueuse de flûte, on constate que cette fois-ci, il y a des masses au relief mordant, qu'il y a quelque chose qui s'exprime avec, encore une fois, une autorité, avec, si vous voulez, un rapport à l'espace qui est tout à fait particulier, qui est solide, énergique. Rodin lui-même était très, très admiratif de ce buste. Alors, ces accords-là, formels, que l'on trouve à la fois chez Camille Claudel et Rodin,
à la fois dans le buste de Rodin par Camille Claudel, la joueuse de flûte qu'on trouve à la fois dans l'Ève et dans le Balzac, eh bien, si vous voulez, c'est une vision, c'est une expression, puisque l'art tente à s'exprimer, qui, me semble-t-il, je m'avance, et peut-être ce sera l'objet d'une discussion, justement dans l'art, me semble-t-il, on peut exprimer, tous les êtres peuvent exprimer, tous les créateurs, et tous les créateurs le disent, enfin, ceux qui sont assez sincères pour le dire, on exprime à la fois cette part masculine qui est en nous, comme la part féminine. Il n'y a pas, moi je ne vois pas, à part des mièvreries, qu'on puisse dire c'est l'œuvre d'une femme, c'est l'œuvre d'un homme. Qui est capable de différencier le sexe de l'art? Eh bien, nous ouvrons le débat, hein, il me semble. Eh bien, toutes ces qualités de musicalité de l'œuvre qu'on goûte chez Rodin comme chez Camille Claudel, qui nous invite à regarder ses œuvres comme on écoute de la musique, hein, sensible à la modulation de la lumière, à ce qui naît progressivement, comme dans une phrase musicale qui progresse lentement de l'ombre vers la lumière avec des déclinaisons, des ressauts, etc. Eh bien, toute cette approche qui nous permet de goûter l'art de la sculpture comme celui de la musique ou de la danse dans un autre espace, eh bien, à mon avis, n'a rien de masculin et de féminin. Alors je termine en disant que cette affirmation n'est qu'une question que je pose et que je renvoie. On peut tout à fait soutenir le contraire. Vous voyez, mais jusqu'à présent, et pour ce qui me concerne, je pense que cette question du féminin et du masculin dans l'art n'est finalement qu'un artifice de langage. Merci Marie-Jo, je crois que j'ai à peine débordé. Merci beaucoup. Vraiment, Gérard. Bon, ça fera partie des questions après. Hein? Voilà. Donc, les questions, oui, c'est aussi pour demain, puisque demain, comme vous savez, c'est sculpture au féminin qui est traitée autour de Camille Claudel. En espérant que vous serez là tous et toutes demain. Bon, alors, moi j'ai une petite intervention mais qui repose complètement sur des diapos, sur des... Ah. Donc, je ne pense pas que ça va être... À moins que j'ai ici un CD. Est-ce qu'un CD, ça marcherait bien? On va essayer parce que... Pourquoi est-ce que la technique est toujours déficiente? Curieux, hein? La technique est toujours déficiente. La technique, il y a 4 machines là, il n'y en a aucune qui marche. Oui, mais la clé, là. La clé. Elle est là. Voilà. Non. Celle-ci. Alors, il y a 2, numéro 4 et 5. Bon, alors, comme vous avez pu observer, Gérard Boutet, qui, comme je vous avais dit, est l'auteur de ce très beau livre, Camille Claudel, La lumière et l'ombre, ici, le miroir et la nuit, chaque fois, décidément, chaque fois, je me trompe. Ce livre que je... Ah, Gérard, on ne va pas faire de la persécution. Hein. Bon, à l'envers, la parano. Bon, chacun sa parano. Alors, je voulais remercier Gérard qui nous a éclairé sur un questionnement, en tout cas, qui n'a pas apporté de réponse, qui a soulevé plus de débats qui n'a apporté de réponse. Et je pense que demain, il y aura certainement autant de réponses que d'individus. J'espère bien, d'ailleurs. Alors, donc vous poserez vos questions dès que nous aurons terminé le tour de table. Et je pense que c'est préférable. Est-ce que ça marche, s'il te plaît? Ah. Alors, 4 et 5. 4 et 5. C'est un modèle archaïque, oui. Moi, je n'ai que des modèles archaïques.
Trop moderne. 4 et 5. Ah, voilà. Il n'y a pas 4 et 5? Alors, Ah, je me permets, avant de commencer, de vous remontrer celle-ci, l'implorante, que vous connaissez bien sûr, et celle d'après, le Sakuntala ou l'abandon, que vous gardez en mémoire avant que je vous communique. Ça, voilà. Donc, vous les connaissez puisqu'elles sont toutes les deux dans l'exposition. Donc, après, c'est sur le CD, sur le CD, la là-bas. machine, là, Bon. le disque. Et donc, avant cela, je vais peut-être vous faire une rapide présentation. Alors, je voudrais vous dire que... Il n'y a pas possibilité ? C'était là sur le côté en général. Les anciens. Ah, Enfin, voilà. quelque chose qui marche. Sésame, ouvre-toi. Bon, alors, avant de le lancer, je voudrais dire que lorsque, avec Evelyne Artaud, nous avons lancé ce projet l'année dernière de faire cette exposition, et que Evelyne Artaud en a parlé à Hubert de Blomac, qui a été très séduit par ce projet et qui lui-même en a parlé à Madame Boulestin. Les choses se sont faites de cette façon. Evelyne Artaud et moi-même avions visité, pour moi, la énième exposition Camille Claudel, et pour elle, plusieurs expos Camille Claudel où on s'extasiait encore, mais très différemment, c'est-à-dire devant certaines sculptures, dont l'implorante, dont le Sakuntala, pour... Non, vous ne le lancez pas. Oui, voilà. Donc, pour... Merci beaucoup. Donc, l'idée est partie tout de suite pour Evelyne Artaud de mettre en face de Camille Claudel des œuvres d'artistes modernes et contemporaines pour comprendre ce qu'il y avait dans l'art de permanent et qui était traité par des formes différentes selon les époques, selon les histoires des sculpteurs ou sculptrices et selon les sociétés dans lesquelles elles vivent, où ils vivent. Et puis, au cours de très nombreuses discussions, moi-même, je suis retournée plusieurs fois au musée de Nogent-sur-Seine, notamment pour visiter la maison de Camille Claudel, dont on vous parlera tout à l'heure, où elle vécut de l'âge de 12 à 15 ans. Et puis, je me suis beaucoup interrogée sur cette vocation, Camille Claudel. On sait très peu de choses sur cette vocation, sinon par le texte de Mathias Morard, qui a été, comme vous savez, le biographe qui l'a rencontré de son vivant et qui a pris, bien sûr, des notes et fait le premier superbe article en 1898 qu'il a appelé Mademoiselle Camille Claudel. Et par Mathias Morard, on apprend ce qu'elle a dû lui dire, comment, enfant, elle travaillait déjà à d'abord dessiner, à modeler de la terre glaise, sans nous dire d'où elle l'apprenait et sans nous dire d'où lui était venue l'idée. Mais on la voit surtout un peu plus tard, vers l'âge de l'adolescence, diriger les travaux en obligeant son frère et sa sœur à ne pas bouger pendant des heures parce qu'elle les modèle. Et ensuite, on la voit arriver à Paris, où elle dirige, après être allée à l'Académie Collard aussi, elle dirige les travaux de l'atelier qu'elle partage avec deux jeunes filles anglaises. Et d'ailleurs, dans certaines lettres, les jeunes filles anglaises se plaignent de l'autorité excessive de Camille, de sa façon directive de mener l'atelier. Bon. Donc,
ce qui est intéressant, c'est de découvrir ce parcours qu'on connaît mal, en fait. Comment est née cette vocation, d'où elle lui vient. Est-ce qu'elle a vu quelqu'un en famille? Alors, on a certaines réponses là-dessus. Jacques de Massary a fait un très beau texte sur le fait que dans l'enfance, il y avait une tuilerie dans une des fermes appartenant au Claudel où le grand-père avait construit un four en tuiles. Alors, est-ce qu'elle aurait vu cuire au four des tuiles? Où aurait-elle vu des sculpteurs travailler devant elle? Enfin bref, on ne sait pas exactement, à part que c'est assez naturel pour un enfant de modeler de la pâte. On ne sait pas exactement qui lui a donné cette envie et puis comment est née cette vocation avant son arrivée à Paris, qui est à l'âge de 17 ans, en 1881. Par contre, il a été découvert depuis quelques années, grâce à Reine-Marie Paris, qui a redécouvert, a fait l'achat dans sa collection d'une œuvre d'Alfred Boucher montrant Camille Claudel lisant. Vous verrez toutes ces images tout à l'heure, mais je vous présente le contexte d'abord. Donc, Camille Claudel est donc, non pas tout de suite, là elle est présentée, elle a 15 ans, elle habite donc à Nogent-sur-Seine avec ses parents ou son père est conservateur des hypothèques et donc est muté pratiquement tous les 3 ans dans une ville différente. Et lorsque, on ne sait pas comment, elle est amenée à rencontrer Alfred Boucher, à ce moment-là, si c'est parce que M. Claudel est invité comme notable de la ville, ce que l'on sait par contre, c'est que les enfants Claudel reçoivent un enseignement de M. Collin, un précepteur qui aurait été un homme extraordinaire sur le plan humain et sur le plan pédagogique. Et cela nous est rapporté par Paul Claudel dans les mémoires improvisées qu'il a échangé avec Jean Amrouche à la fin de sa vie. Bon. Mais surtout ce que Paul Claudel rapporte de l'éducation des enfants Claudel ou de l'image qu'il a de Camille, c'est son image à lui. Or, Camille ne s'exprime jamais sur son enfance. Elle n'a pratiquement pas écrit. Il y a quelques lettres, bien sûr, qu'elle a échangées, mais beaucoup plus tard. Mais elle ne s'est pas exprimée sur son enfance. Or, on peut quand même se demander si Alfred Boucher la sculpte. On ne sculpte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et pour sculpter, il faut d'abord beaucoup observer. Donc déjà, c'est une vraie question. Ensuite, on peut se poser une autre question. D'où vient cette relation avec Alfred Boucher? Alors, Alfred Boucher est un sculpteur originaire de Nogent. Ce qui est intéressant, c'est de remonter dans son histoire à lui-même. Alfred Boucher est l'enfant d'un homme qui est jardinier et d'une mère qui est femme de ménage. Et ces 2 parents sont engagés au service d'un sculpteur qui habite Nogent-sur-Seine et qui s'appelle Marius Ramus. Marius Ramus était lui-même originaire d'Aix-en-Provence et Marius Ramus avait une carrière assez importante à Aix-en-Provence comme sculpteur très classique, officiel, on pourrait dire. Et il vient habiter Nogent-sur-Seine parce qu'il épouse une Nogentaise. Et donc, il occupe à Nogent-sur-Seine une très belle maison qui se trouve à 500 mètres de la maison des Claudel. Donc, déjà, c'est intéressant de savoir quels ont pu être leurs liens, leurs rencontres éventuelles, puisque je rappelle que M. Claudel faisait partie des notables de la ville, en étant conservateur des hypothèques. Alfred Boucher s'est peut-être souvenu que lui-même enfant, n'ayant aucune possibilité par sa famille très humble de faire des études, le sculpteur Ramus, parce qu'il vient dans l'atelier pour accompagner ses parents, l'école n'est pas obligatoire à cette époque-là, Alfred Boucher traîne dans l'atelier et Marius Ramus lui donne des boules à modeler et il lui donne peu à peu des petits travaux parce qu'il voit que ça l'intéresse. Et peu à peu, il découvre que Alfred Boucher a un très grand talent. Et donc, il va l'engager pour l'aider comme assistant à faire des moulures, des sculptures pour le théâtre de Nogent. Enfin, c'est Alfred Boucher qui a raconté tout cela. Et donc, Alfred Boucher est tellement doué que Marius Ramus cherche une bourse de la ville pour lui, pour l'envoyer à Paris à l'école des Beaux-Arts. C'est d'autant plus facile que le maire de Nogent
et il s'appelle Monsieur Dubois, et il est le père du grand sculpteur Paul Dubois, qui, à l'époque, lui aussi est nojentais d'origine, et qui, à l'époque, est directeur de l'École des Beaux-Arts à Paris. Donc, Marius Ramus envoie le jeune Alfred Boucher à Paris faire des études. Alors, on peut se dire que lorsque Alfred Boucher, qui n'avait que 14 ans de plus que Camille Claudel, lorsqu'il la rencontre, elle a 12 ans, il en a donc 26. Et pourquoi s'intéresse-t-il à cette jeune fille? Parce qu'elle est très douée, il le voit bien. Et peut-être qu'il a envie de la favoriser, comme lui-même, on l'a aidé à épanouir son propre talent. On peut se poser toutes ces questions. Ce sont des hypothèses, mais on peut se les poser. Alfred Boucher, apparemment, donne quelques, peut-être cours ou quelques indications. En tout cas, il est évident que M. Claudel fait appel à lui pour lui demander ce qu'il pense des travaux de sa fille. Et donc, de l'âge de 12 à 15 ans, comme Camille est à Nogent, à l'époque, il n'y a pas de conservatoire, ça n'existe pas encore, Camille Claudel suit l'enseignement de M. Collin, qui vient à domicile enseigner aux enfants Claudel. Or, vous allez voir dans le petit montage que j'ai fait, Alfred Boucher, en 1875, sculpte le buste de M. Collin. Les enfants arrivent à Nogent en 1876. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que M. Collin est peut-être introduit par Alfred Boucher, ou peut-être c'est l'inverse, que le précepteur introduit Alfred Boucher. Ça, on n'a pas encore trouvé de document pour le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alfred Boucher, au moins pendant une année, donne peut-être pas des cours, mais quelques indications à Camille Claudel. Or, l'année d'après, en 1877, Alfred Boucher reçoit la possibilité, il n'est pas reçu au prix de Rome, mais il obtient le second prix de Rome, et il obtient, grâce à Paul Dubois, la possibilité de partir à Rome, perfectionner la sculpture. Donc Alfred Boucher est absent pendant une année, donc l'âge de 13-14 ans pour Camille, et il revient, Camille a 14-15 ans, et c'est à ce moment-là où il la sculpte. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas quitté le lien avec la famille.